Bonjour à tous. Bonjour, merci à tous d'être là, d'être venus si nombreux. Je crois que la salle est pleine et qu'il y a même des gens dans d'autres salles pour nous écouter. Avant de présenter Axel Kahn qui va nous rejoindre dans quelques secondes, je voulais dire merci à François Bayrou notamment qui nous a accueillis pendant ces 3 jours pour débattre d'idées à l'heure où des grands débats politiques, comme vous le savez, ont lieu en ce moment. Je trouve que c'est bien qu'il y ait ce genre de lieu d'expression où au final on débat d'idées et on débat aussi dans une forme de respect mutuel, et c'est essentiel à la démocratie à mon avis. Merci aussi à toutes les équipes des Idées mènent le monde, et merci donc à vous tous d'être là aujourd'hui. Alors aujourd'hui on accueille Axel Kahn qui est un intellectuel, un savant, un scientifique, un médecin, une espèce d'homme du temps de Léonard de Vinci, qui était à la fois littérature, scientifique, mathématique, quand certains sont soit rationnels, soit littérateurs, lui il allie les deux. On ne le présente plus, mais il a quand même dirigé l'Université Paris-Descartes, il a dirigé l'Institut Cochin, et il fut membre du comité consultatif d'éthique entre 1992 et 2004. Et on lui doit 2 récents livres, Pensée en chemin et Entre deux mers, qui sont le résultat de ses voyages à travers la France, dont il va sûrement nous parler aujourd'hui, paru chez Stock, et récemment, Être humain pleinement, paru également chez Stock. Et pourquoi c'est intéressant de l'avoir aujourd'hui, c'est que dans son travail de biologiste, il a toujours interrogé la notion de progrès et ses conséquences sur les conditions de vie, les conditions humaines. Et donc je vous demande de l'accueillir à l'instant. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer peut-être par ce livre, qui est le dernier livre sorti, qui s'appelle Être humain pleinement, qui raconte l'histoire de 2 jumelles, Dewi et Eka, qui ont le même génome, mais qui vont avoir 2 vies totalement différentes. Elles sont à Bornéo, il y a un incendie, et on croit que Eka meurt. En fait, elle est recueillie par une femelle orang-outan, et elle reste sauvage. 10 ans après, elle revient dans la vie humaine en société. Et en fait, c'est un espèce de conte philosophique. Je parlais de Léonard de Vinci tout à l'heure. Bon, je vais parler de Voltaire. On dirait que c'est une sorte de conte philosophique qui sert à... Ce sont des comparaisons qui m'honorent. Qui vous vont, ça vous va? Ça me va très bien. Et à l'heure où le progrès scientifique semble atteindre des sommets de techniques, de technologies, on se dit qu'à travers ce livre, le déterminisme biologique en fait n'existe pas, et que c'est les conditions humaines en fait d'existence qui déterminent notre vie. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu raconter dans cet essai, qui est assez costaud d'ailleurs, je tiens à vous prévenir? En fait, pas exactement ou pas simplement. Il y a un déterminisme biologique. Il y a donc 2 sœurs jumelles séparées à 6 mois à l'occasion d'un incendie. L'une est sauvée par son père qui va périr en tentant de sauver la seconde, et on croit qu'elle l'a brûlée. Alors, vous l'avez dit, qu'elle a été récoltée par une famille d'orang-outans et élevée pendant 10 ans comme une enfant sauvage. La première, celle qui a été sauvée, Dewi, a un destin, un parcours absolument exceptionnel. Elle va devenir prix Nobel de physiologie et de médecine à 42 ans, seule pour des travaux remarquables. Elle est en réalité l'une des femmes les plus brillantes de sa génération. On va dire même l'un des êtres humains les plus brillants de sa génération. Alors que, retournant dans la société humaine, sa sœur a un déficit cognitif, un retard mental définitif et un destin parfaitement malheureux. Elle mourra misérablement avant l'âge de 18 ans. Bien évidemment, si Dewi, le prodige, avait eu un génome d'orang-outan, elle n'aurait pas été prix Nobel. Donc il y a bien quelque chose qui est un déterminisme. Nous sommes déterminés par notre génome humain. Si on n'avait pas un génome humain, je ne serais pas capable de vous répondre, et les spectateurs ne seraient pas capables de se demander ce que je peux bien raconter là. Évidemment. Mais ça ne suffit pas, et c'est Eka qui le montre. Eka démontre que, alors même que l'on a un génome qui code pour toutes ces potentialités telles qu'elles sont si superbement illustrées par sa sœur jumelle Dewi, parce qu'elle ne s'embrase pas au feu d'une société humaine, alors effectivement elle n'arrive pas à utiliser ses potentialités. En d'autres termes, ce que je démontre, ce que je veux montrer, sans grande périphrase à travers cette histoire, c'est que nous sommes à la fois innés et acquis, et
que la plus remarquable des caractéristiques innées dont nous avons hérité, c'est effectivement la faculté d'acquérir. Et pourquoi vous avez choisi la forme de fiction? Parce qu'on vous connaît pour vos essais notamment, pour des livres où vous racontez vos parcours de marche par exemple. Pourquoi vous avez choisi la fiction spécifiquement pour raconter ça et pas un essai? Oh, écoutez, c'est un livre qui est singulier, c'est un objet littéraire non identifié, comme je dis parfois, c'est-à-dire qu'il commence comme un roman, et puis à un moment donné, il prend plutôt la forme de l'essai, mais l'essai est parcouru par mes héroïnes, en particulier par l'une d'entre elles, celle qui reste vivante évidemment, l'autre nous quitte prématurément, et puis dans l'épilogue, je renoue totalement avec la forme romanesque. Tout d'abord, j'aime beaucoup la littérature, j'ai entendu que vous le disiez, je suis un grand amoureux de la lecture, je lis tout ce qui me passe sous la main, et je m'étais déjà essayé à des formes romanesques, à des fictions de cet ordre-là. Il m'a semblé que ce mariage, j'espère qu'on ne dira pas qu'il est improbable après l'avoir lu, que ce mariage entre la forme romanesque et la forme de l'essai sera apprécié pour ce qu'elle est, c'est-à-dire son originalité. Pour moi, c'était le moyen le plus clair de poursuivre mon objectif. Mon objectif, quel était-il? Vous savez, je l'ai dit maintes fois, que quand j'avais 26 ans, mon papa s'est donné la mort en me laissant une lettre qui se terminait par « Sois raisonnable et humain ». Et toute ma vie, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a bien voulu m'enjoindre par là, Jean Kahn, mon père? Et donc, quand vous regardez les titres de mes livres, ce sont des titres qui témoignent de cette interrogation, mais qu'est-ce que nous avons en partage, nous autres femmes et hommes humains? Et ça, c'est en quelque sorte le point final à cette réflexion, et je voulais que cela prenne une forme particulière. Mais vous n'avez pas totalement répondu à cette injonction. Est-ce que vous avez réussi à y répondre, à trouver la réponse? Alors oui, la réponse, c'est dans ce livre. Vous savez, quand le livre quand les dernières corrections des deuxièmes épreuves ont été envoyées à l'imprimeur, et puis surtout en avril, Jean Kahn est mort le 17 avril 1970, et le livre est paru en avril. Et quand ce livre est paru, j'avais la main un peu tremblante, j'étais ému, mais également une étrange sérénité m'envahissait. J'étais comme dans la situation d'un élève à qui son professeur, mon père en l'occurrence, Jean Kahn, il était professeur, a donné un devoir très compliqué à rédiger, très compliqué. Moi, il m'avait fallu donc 44 ans pour le rédiger, mais il faut dire que c'était pas simple. Et au bout de 44 ans, enfin, j'avais réussi à mettre le point final à ma copie, et donc la main tremblante, je disais, écoutez professeur, écoute papa, tu m'as demandé, ou du moins tu as supposé que je pourrais répondre à cette question, qu'est-ce que c'est qu'être humain? C'est pas facile, la question n'était pas parfaitement claire après tout, donc il m'a fallu du temps, mais maintenant c'est fini, c'est ça. Et vous voyez, à ce point final, il fallait aussi une forme exceptionnelle. Tous vos travaux, scientifiques et tous vos travaux littéraires sont traversés par l'idée de la contradiction parfois entre le progrès et la morale humaine. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on assiste à une crise du progrès, où bien souvent les mots s'inversent. On appelle progressisme parfois des régressions sociales, on appelle des licenciements des plans de préservation de l'emploi, et on appelle du coup un progressisme un retour à des droits sociaux antérieurs au 19e siècle parfois. Est-ce qu'aujourd'hui, le progrès scientifique est toujours en contradiction avec la morale humaine, et comment vous voyez cette crise du progrès aujourd'hui? Comment on peut la résoudre? Il y a deux aspects dans votre question, deux aspects auxquels les réponses doivent être séparées. Tout d'abord, le progrès peut s'écrire de deux manières. Il peut s'écrire avec des petits p ou un grand P. Les progrès avec des petits p, ce sont les progrès qui n'ont pas cessé. Est-ce que le progrès des connaissances a cessé et s'est ralenti? Non, il s'est accéléré. Est-ce que le progrès technique a cessé? Non, il s'est accéléré. Est-ce que le progrès dans l'accumulation des richesses a cessé? Non, il s'est accéléré. Et puis le progrès avec un grand P, c'est le sentiment qui naît avant tout au XVIIIe siècle que la mobilisation de tous ces progrès, des connaissances, des techniques, de l'activité humaine, constitue une promesse tendanciellement continue vers l'amélioration des conditions d'épanouissement. On va dire, pour faire simple, vers le bonheur.
le progressisme. C'est-à-dire que bon an, mal an, les lendemains sont appelés à mieux chanter que les veilles. C'est ça le progrès. En même temps, le bonheur est difficilement quantifiable, on va dire. Ce n'est pas un problème de quantifier le bonheur, mais les conditions d'une société qui permettent, le cas échéant, à chacun de le construire. C'est cela, l'idée du progrès, du progressisme, c'est cela, je ne vais pas vous citer les multiples citations qui le disent. Le père Hugo disait, mon frère Jean-François est là, il adore le père Hugo, c'est le pas collectif du genre humain. Voilà, le pas collectif du genre humain vers un monde tout de même meilleur. Le progrès avec un grand P, réellement, c'est cela. La crise du progrès est venue de ce que le XXe siècle est à la fois une illustration du progrès et une négation du progrès. C'est évidemment le siècle de la médecine, de la diminution de la mortalité infantile, de l'augmentation de la longévité, de la conquête de la Lune, de la conquête de Mars, de la conquête du génome, etc., etc. C'est-à-dire des choses extraordinaires. Et puis aussi, c'est le siècle de 2 ou 3 génocides, c'est le siècle de Tchernobyl, c'est le siècle des bombes atomiques, c'est le siècle de la pollution, c'est le siècle de l'augmentation de la température, c'est-à-dire de plus en plus le siècle où on se rend compte qu'il y a une discordance entre la persistance de l'augmentation des connaissances et des techniques qui en découlent, d'une part, et le sentiment que tout cela doit suffire à assurer une meilleure condition, un meilleur bien-être pour l'homme. La crise du progrès est la crise du progrès avec un grand P. Et d'où vient-elle cette crise? D'une immense naïveté en réalité. Immense naïveté. C'est que, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est très intéressant, ça a vraiment été un sujet de réflexion pendant des décennies chez moi. C'est que les progressistes ont élaboré différentes hypothèses pour expliquer pourquoi les progrès des connaissances et des techniques devaient imparablement aboutir à un progrès pour l'homme. Et quand on réfléchit d'un point de vue philosophique extrêmement rationnel, tous ces arguments sont d'une extraordinaire faiblesse. Extraordinaire faiblesse. D'abord, c'est-à-dire, concrètement, je vais vous dire un des arguments. Pour que l'homme de plus en plus puissant soit également capable d'utiliser cette puissance au bénéfice des hommes, c'est-à-dire dans le sens du progrès, il faudrait qu'il y ait un accroissement de la sagesse au prorata de l'accroissement de sa puissance. Est-ce vrai? Alors, on va voir. Moi, si vous me demandez ce qu'il en est du clonage, des techniques du clonage, et ce qu'il en était jadis, aucune référence sur le clonage antérieure au début du XXe siècle ne sera pertinente, évidemment. Et en réalité, je vous donnerai des références vieilles de quelques décennies. En revanche, la sagesse, c'est l'ordre du bien, du mal, du bon, du beau, de la justice, de la haine, de l'amour. Et à ce titre-là, ce que dit Paul Ricoeur de tout cela, ou Lévinas de tout cela est extrêmement important, mais pas plus que ce que disait Kant, pas plus que ce que disait Hume, pas plus que ce que disait Plotin, pas plus que ce que disait Aristote, pas plus que ce que disait Platon, et pas plus ce que l'on disait, car il n'a jamais rien écrit, comme vous savez, Socrate ou ont un peu écrit les présocratiques. Donc on a deux registres. On a un registre qui est celui de la technique et des sciences, qui est incroyablement cumulatif avec un effet boule de neige, et dont on doit maîtriser l'usage éventuellement au bénéfice des autres, à l'aide d'une sagesse qui, elle, ne connaît pas du tout une évolution et elle a même cinétique. Et donc vous voyez que l'optimisme béat du progrès, c'est évidemment une incroyable naïveté. Je vais vous dire ce qu'il faut, on va faire un peu de politique. Allons-y. Je vais vous dire ce qu'il faut pour arriver à restaurer l'optimisme du progrès. Il faut des projets politiques qui indiquent que l'incroyable augmentation des moyens, des possibilités, des connaissances découlant des progrès avec un petit p, eh bien nous nous engageons pour que ce soit les moyens d'un progrès pour l'homme. Si on le veut, on le peut. Si on le veut, on le peut. Mais rarement on le veut. Et donc, évidemment, presque jamais on le peut. Mais aujourd'hui, le camp des progressistes a objectivement perdu. On voit que c'est une forme de conservatisme qui a pris le pouvoir. On voit que les progrès technologiques mis au service de l'être humain, comme vous disiez, par exemple, on peut le voir sur des sujets concrets, on va dire, la PMA, la GPA, par exemple, si on parle de politique, le mariage pour tous a été une victoire
du camp entre guillemets conservateur contre le camp pseudo ou progressiste ou qui se définit comme progressiste, qui explique que la PMA et la GPA vont être une avancée technologique, une avancée technique au bénéfice d'une demande sociale. Écoutez, il ne faut pas être manichéen, hein. J'essaye, depuis assez longtemps, de n'être plus jamais schématique. Voilà. Plus jamais schématique. Alors, voyons la GPA. La grossesse pour autrui, on voit bien le service que cela peut rendre à une femme qui, pour telle ou telle raison pathologique, ne peut pas avoir d'enfant et qui désire éperdument avoir un petit et l'aimer. On le voit bien. Et on voit bien que le mouvement par lequel une sœur, une amie très chère, va accepter de porter cet enfant pour son ami est une forme de générosité que l'on ne peut d'aucune manière réprouver. Cela étant dit, dans la réalité des choses, il y a une longue enquête qui vient de paraître et plusieurs livres. Dans la réalité des choses, dans 98% des cas dans le monde, la GPA est un marché. C'est un marché où on a introduit la fonction gestatrice des femmes dans un circuit commercial avec des clauses d'ailleurs dont certaines sont extrêmement choquantes. Et ce que je dis, c'est que même si les techniques qui ont permis la GPA sont des progrès techniques, je ne crois pas que ce soit un progrès pour l'humanité des femmes que leur fonction gestatrice soit un produit de commerce. Voilà, typiquement, si vous voulez, une réflexion de cet ordre. C'est là où on peut dire que la ministre Christiane Taubira, qui avait dit que c'était un changement de civilisation, avait peut-être raison. Oui, je me méfie beaucoup, si vous voulez. Quand on parle comme ça, à chaque fois que l'on parle d'un nouveau domaine, d'une nouvelle possibilité, c'est une révolution, c'est un changement de paradigme. Donc, il faut un tout petit peu éviter comme cela l'abus des superlatifs. Donc oui, c'est un des problèmes éthiques qui se posent, mais il y en a de très nombreux. Comme vous savez, j'ai depuis 20 ou 30 ans, j'ai usé le fond de mes pantalons et blanchi sous le harnais des différents comités internationaux européens et français discutant de l'éthique. C'est vrai encore aujourd'hui, car je préside le comité éthique et cancer, le comité d'éthique de l'INRA, de l'IFREMER, etc., etc. Donc, en permanence, j'ai été confronté depuis des décennies à ce type de tension. Ce sont des problèmes qui sont importants. Vous savez, en fait, parce que je vous ai indiqué que la réalité anthropologique de l'homme, c'est un monde humain, des femmes et des hommes, qui en savent de plus en plus, qui en peuvent de plus en plus, et dont la sagesse n'a pas évolué au même rythme. La tension, l'interrogation sur la manière dont on peut utiliser les nouvelles possibilités, au bénéfice plutôt qu'au détriment des autres, ça sera une ascèse permanente. Dans 1000 ans, si l'humanité n'a pas explosé pour telle ou telle raison, si la vie sur Terre a continué de devenir vivable, on continuera de se poser la question, voilà, on a un nouveau pouvoir, de ce nouveau pouvoir on peut tirer des bienfaits pour l'humain, et pour moi c'est ce que l'on appelle le bien, on peut tirer des méfaits pour l'humain, et pour moi c'est ce que l'on appelle le mal. Comment faire en sorte que nous orientons la balance plutôt du côté des bienfaits en évitant qu'elle ne dérive du côté des méfaits? Et justement, vous vous êtes toujours aussi posé la question de qu'est-ce qui fait notre humanité? Aujourd'hui, on a le sentiment de vivre dans un monde où, puisque c'est possible, il faut le faire. Ou alors, puisque c'est possible, il ne faut pas s'empêcher de le faire. Or, il y avait un écrivain que tout le monde connaît, qui s'appelle Albert Camus, qui disait « Un homme, ça se limite, ça s'empêche ». Est-ce que ce n'est pas plutôt les limites aujourd'hui qui font notre humanité, plutôt que cette toute-puissance, relative d'ailleurs, de l'être humain? Alors, je suis un grand admirateur, vraiment. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mon dernier livre d'Albert Camus, vraiment. Et je trouve qu'une certaine intelligentsia qui l'a déconsidéré en disant qu'il s'agissait d'un intellectuel pour adolescents boutonneux au bac, c'était des gens qui n'avaient point son talent. Qui ne l'avaient pas lu sûrement. Voilà, qui ne l'avaient pas lu ou mal lu. Et qui n'avaient pas son talent. C'est vraiment pour moi, et d'ailleurs au point de vue romanesque, je trouve qu'il y a des phrases dans L'étranger, dans La peste, d'une fulgurance littéraire qui peut rivaliser avec tous les autres grands chefs-d'œuvre. Et je trouve que les thèmes qui sont traités dans L'homme révolté, dans La peste en particulier, sont des thèmes d'une importance absolument, absolument considérable. Mais lorsque Albert Camus parle du hubris, alors là, je ne le suis pas totalement. Je vais vous donner un exemple.
Imaginons, il y a aujourd'hui des opérations importantes à Mossoul, par exemple. Il y a des soldats irakiens et puis il y a des auxiliaires américains, français qui les aident. Imaginons que l'un d'entre eux, ça arrive tous les jours, hein, saute sur une mine avec sa Jeep. Le soldat est très très gravement blessé, il perd les 4 membres, il perd la vue, il a un traumatisme cardiaque avec un cœur qui est très, très abîmé, il perd également l'ouïe. Mais grâce au progrès, on lui met 4 prothèses finement articulées, émues par la pensée, avec une interface effectivement électronique cerveau. C'est quelque chose qui est en train de progresser. On remplace les rétines qui sont détruites par des dispositifs photosensibles qui permettent de détecter une image, de la transformer en signaux électriques qui sont véhiculés jusqu'au lobe occipital et donc la conscience rétablit le traitement de l'image. Comme le cœur est extrêmement menacé, on lui met une prothèse cardiaque et puis on répare son audition, ça c'est facile, on le fait déjà. C'est un cyborg, naturellement, mais c'est surtout un humain. Un humain dont l'humanité, dont l'autonomie, la possibilité de liberté, la possibilité d'aimer, la possibilité de penser à un avenir est préservée. Je n'ai rien contre cela. Je n'ai rien. C'est peut-être un hubris, mais je n'ai rien. C'est la médecine triomphante. Mais, je termine, mais imaginons maintenant que, pour telle ou telle raison, j'essaye d'avoir un soldat superpuissant. Et donc, j'implante dans son cerveau des systèmes qui me permettent de le piloter, de faire en sorte qu'il ne soit pas sensible à la peur, qu'il ne soit pas sensible à l'épuisement, d'un courage absolu, que son acuité visuelle soit encore mieux développée, que son temps de réaction soit raccourci. Le soldat absolument parfait, l'homme augmenté, en l'occurrence le soldat augmenté. Alors là, ce que je poursuis, ça n'est pas la préservation de l'humanité, c'est la création d'une humanité autre, d'une humanité différente, dans un monde où, si l'on veut développer l'humanité des uns et des autres, on sait bien ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est de faire progresser l'éducation, la culture, l'hygiène. Si je veux augmenter l'humanité, globalement, pas d'un lignage donné, pas d'un soldat donné, je sais quels sont mes outils. Et ces outils, ce ne sont pas les outils de la biotechnologie et de la création de cyborgs. Et par conséquent, ça n'est pas le caractère extrêmement innovant, le cyborg en soi qui me pose problème, c'est la finalité. Tant que la finalité, c'est l'humain, je suis pour. Si la finalité, c'est la création des nouveaux par la science, de nouvelles inégalités de nature, je suis contre. Mais alors, première chose, qui va fixer cette finalité? Est-ce que c'est aux politiques de la fixer? Et 2, vous prenez l'exemple du soldat, mais si moi, par exemple, je trouve que je ne cours pas assez vite, j'ai des jambes trop petites, j'ai des bras trop fins, je décide moi-même de me faire remplacer ces bras, ces jambes par des prothèses. Est-ce que vous l'acceptez, ça? Alors là, il y a une zone grise, on va parler du sport et du dopage. Il y a une zone grise. La morale du sport, c'est que le meilleur gagne. Mais la morale du sport est, quand on y réfléchit, très immorale. Parce que c'est que le plus costaud gagne à l'haltérophilie, mais c'est extrêmement désagréable que le plus costaud gagne, alors que le type qui a hérité de la nature une petite taille et des muscles, des biscottos extrêmement modestes, perde. Et par conséquent, le projet qui est permettre de lutter contre cette inégalité de nature, pour permettre aux petits faiblards, là, de soulever des poids extraordinaires autant que le fort, le costaud, le turc, fort comme un turc, eh bien, évidemment, c'est assez moral. En réalité, on arrive à retomber sur ses pas en disant que le sport n'est pas le lieu où s'exprime la morale universelle, mais c'est un ensemble contraint d'activités qui a ses règles du jeu. Et ma foi, quand on joue un jeu, on est censé en respecter les règles, quelles qu'elles soient. On peut ne pas le jouer, mais si on joue ce jeu, on en respecte les règles. Mais vous voyez que si j'aborde le problème du dopage, évidemment, je suis obligé de l'aborder à 2 niveaux, qui est celui de l'obéissance aux règles internes d'une activité qui est l'activité sportive. Vous, par exemple, effectivement, je trouve que vous êtes un peu court sur pattes, là. Je suis plus grand que vous. Hein.
Et donc, ça serait pas mal de vous couper les 2 jambes pour essayer d'allonger un peu tout cela. Hein, voilà. En soi, qu'on le fasse, ça me semblerait ridicule, absurde, etc. Mais ce n'est pas quelque chose, si vraiment vous étiez court sur pattes, ce qui n'est pas vrai, car vous êtes en réalité un homme superbe. Voilà. Ma femme est d'accord avec vous. Si vous étiez effectivement extrêmement court sur pattes, oui, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire, dire, le ferait. C'est que là, le désir infini de l'être humain atteint des limites. Oui, mais je ne parle pas du désir individuel. Qui les fixe, ces limites? Mais je ne parle pas du désir individuel. Voyez bien, je ne parle pas du désir individuel. À la limite, je suis dans la rue. Voilà, nous sommes sur le boulevard des Pyrénées, un petit matin où dans le parc Beaumont, il n'y a pas encore grand monde. Et comme il fait doux déjà, à Pau, souvent il fait doux au mois d'avril, mai, je me promène parce que je suis un grand marcheur, et le beau temps qu'il va faire a commencé de dénuder les filles, qui elles aussi se promènent. Je vois une de ces jeunes filles extrêmement belles, les Paloises sont belles, et cela fait naître chez moi... Pourquoi vous rigolez? C'est vrai, hein. Et cela fait naître chez moi un désir violent. Honnêtement, il n'y a rien à dire de ce désir violent. Il n'y a rien à dire. Effectivement, ça fait partie de ma nature humaine que la vision féerique de cette jeune beauté, courte vêtue, crée chez moi le désir. Ce qui est interdit, c'est que je lui saute dessus. Voilà, ça n'est pas du tout que j'ai du désir. Ben voilà comment je réponds à votre question. Vous avez été membre du comité consultatif d'éthique et la France, elle est armée de lois justement pour entraver. Rien entraver. Rien entraver. Non, justement, la loi du 29 juillet 1994, elle explique qu'il faut encadrer les recherches, notamment. Alors, on a eu des recherches sur l'embryon, malgré tout, qui ont été possibles dans la loi du 6 août 2004. Et la Convention d'Oviedo, ensuite, a fait part d'inquiétudes sur des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine pour un usage impropre de la médecine. Est-ce que, justement, les lois qui existent aujourd'hui permettent d'encadrer correctement cette médecine? Ou est-ce que, et là c'est un peu une question que je pose à l'ancien membre du comité consultatif d'éthique, est-ce que ce que vous avez fait à travers ce comité est une réussite ou un échec à votre avis? Bon, écoutez, je crois que ces lois de bioéthique, globalement, ont le mérite d'exister. Et globalement, ont donné un cadre normatif où chacun a pu se situer et a pu se travailler. Quelle est l'idée de l'éthique ? Lorsque l'éthique aboutit aux lois d'éthique. L'éthique est un domaine de la philosophie morale, donc ça je n'y reviens pas, mais quand cela aboutit à la constitution d'un comité d'éthique et à des lois de bioéthique. L'idée c'est qu'au niveau des connaissances, il est interdit d'interdire. C'est-à-dire que l'État, un État démocratique, va considérer qu'il n'a pas à planter un écriteau pelouse interdite ou science interdite dans ce champ de la connaissance. Donc au niveau de la connaissance, il n'y a aucune interdiction. C'est pour ça que j'ai réagi à votre terme entravé. Bon, maintenant, lorsque la connaissance, vous connaissez cette règle fondamentale de l'esprit républicain, la liberté de chacun s'arrête là où elle nuit à celle d'autrui. Lorsque pour mener mes recherches, je vais éventuellement risquer d'attenter à la sécurité, à la liberté, aux valeurs d'autrui, ça cesse d'être ma propre responsabilité. La manière dont l'humanité considère l'embryon humain est un sujet culturel, naturellement, un sujet spirituel. C'est un sujet qui doit être discuté collectivement. Et par conséquent, dans tel ou tel sens, lorsque les techniques permettent d'envisager certaines manipulations, certaines modifications, certaines utilisations de l'embryon, il est normal que la société dise eh bien, telle ou telle modification est compatible avec les valeurs qui nous fondent ou ne l'est pas. Or, la loi parfois est fondamentale parce qu'il y a des domaines des connaissances et des techniques qui peuvent aboutir à une réalisation rentable. Or, on sait bien dans notre société, tout ce qui est faisable et rentable sera fait à moins que la loi l'interdise. Si je me mets ici à ouvrir un stand et je vends des mitraillettes pour que l'on puisse très vite éliminer les gens qui nous déplaisent, je vous promets que j'en vendrai. Je vous promets, j'en vendrai, il n'y a pas de doute. Mais la société
considère, parce qu'il est interdit de tuer son prochain, considère que je n'ai pas le droit, et elle me l'interdit. Et donc, il est tout à fait normal que dans des domaines particuliers, lorsque l'on considère que telle ou telle action est incompatible avec l'idée que l'on se fait des règles qui fondent la cohérence d'une société, la loi, effectivement, indique ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et justement, typiquement, un sujet dont on a beaucoup parlé, mais qui reste encore un sujet de débat très important, c'est l'euthanasie. Est-ce que pour vous, le fait de choisir sa propre mort est une source de progrès? Alors, il y a deux choses. Chacun d'entre nous va avoir une opinion différente à ce propos. Des gens, je vais dire dans la continuité de la pensée stoïcienne, vont vouloir vivre libres totalement. Ils savent bien qu'ils n'ont pas été libres de naître. Ils veulent au moins être libres de mourir quand ils veulent et comme ils veulent. Et l'histoire de la littérature, l'histoire elle-même, est émaillée des suicides stoïciens. C'est vraiment cette tradition extrêmement honorable que l'on retrouve dans le courant pour le droit à mourir dans la dignité. D'autres personnes ne le considèrent pas. Il y a d'autres personnes qui ont, on le sait bien, une autre opinion et qui considèrent que non, vraiment, la vie mérite d'être vécue jusqu'au bout, en réalité. Maintenant, on en est au niveau de l'État français, donc le suicide n'est pas interdit. On est au niveau de la République. Est-ce que parce qu'un courant important décide avoir la liberté de mourir quand il le veut, il convient que la République change sa loi qui indique qu'il est interdit de tuer? C'est ça la question. Parce que si on introduit l'euthanasie active, il y a dans le code une interdiction à donner la mort qui est la guerre, c'est déjà une de trop, il faudrait commencer à énumérer les nouvelles interdictions. Je vous dirais oui, si la seule possibilité d'éviter la souffrance, c'était l'euthanasie. Si on n'avait pas les méthodes, les moyens, les procédures pour éviter ce qui est intolérable, que quelqu'un ne souffre cruellement, alors il vaudrait mieux arrêter sa vie plutôt que le laisser souffrir. C'est la raison pour laquelle, c'est Jean Leonetti lui-même qui le dit, j'ai beaucoup inspiré en réalité la première loi Leonetti de 2005 et sa révision récente. J'ai beaucoup discuté, beaucoup participé à cette réflexion. L'idée est, quand une personne, après avoir lutté, est fatiguée de lutter, et jamais la mort est heureuse, mais jadis, la mort la moins malheureuse, on espérait qu'elle serait une mort qui nous prendrait dans notre sommeil. Donc si cette personne désire à un moment donné s'endormir pour ne plus se réveiller, alors on doit lui permettre de s'endormir pour ne plus se réveiller. Et dans ce contexte-là, le maniement des méthodes antalgiques, plus les deux visions de la loi Leonetti, m'indiquent que pour éviter une souffrance intolérable, il n'est pas exigible de se mettre à énumérer des nouvelles exceptions à l'interdiction de tuer. Or, pour moi, ça n'est pas une mince affaire que de mettre dans notre code qu'il est interdit de tuer, sauf dans tel ou tel cas, la guerre, et puis toute une série d'autres exceptions. Donc pour l'instant, ce que l'on a fait me semble, c'est une question tragique, vous voyez bien, me semble convenir assez bien. Et si vous parlez de souffrance, on sait, la façon dont la loi est appliquée n'empêche pas toutes les souffrances lorsqu'on arrête les soins. Oui, mais quelle que soit la loi, là vous avez raison. Il y a une loi sur l'euthanasie active, ça n'empêchera pas non plus les souffrances. On ne va pas se mettre à envoyer à de patresse comme ça, largue à main nue les personnes. Donc non, ça c'est tout à fait indépendant. En fait, il faut que la loi soit appliquée, il faut que les gens l'appliquent. Mais ce n'est pas en prenant une nouvelle loi qu'on va permettre aux gens d'appliquer la loi qu'ils n'appliquaient déjà pas. C'est un peu absurde. C'est vraiment un problème idéologique, cette affaire-là, et je dis, je respecte tout à fait la position des uns et des autres. Mais quand je me mets du côté du législateur, je vois quelle est la responsabilité du législateur. Sa responsabilité, c'est d'éviter des souffrances intolérables. Je pense qu'aujourd'hui, les dispositions qu'il a prises, plus les techniques le permettent. Voilà. Tout autre sujet, on parlait tout à l'heure de recherche sur l'embryon. Vous avez pris
position contre le diagnostic prénatal. Alors, Moi, jamais. Non? Ouais, vous Jamais. avez émis des doutes. Vous avez... Jamais. Non? Alors, quelle est votre position sur le sujet? Alors, excusez-moi, non? Non. Je suis pour l'humanité et la liberté. Quand je dis pour l'humanité et la liberté, c'est que l'une des caractéristiques de l'humain, c'est certainement d'oser vouloir, de vouloir et de penser être autonome. Par conséquent, lorsque une femme enceinte, pour telle ou telle raison, peut savoir que sa grossesse est à risque et que l'enfant qu'elle mettra au monde est atteint d'une maladie, d'une malformation, d'une particulière gravité que l'on ne peut pas soigner, alors je crois que c'est respecter sa liberté et son autonomie que de l'informer de cela et de lui permettre de prendre en son âme et conscience, dans cette situation tragique, sa décision. Donc vous voyez, ça n'est nullement une position opposée au diagnostic prénatal, au contraire. Et philosophiquement, c'est une grosse position qui détermine aussi votre façon de penser l'être humain. Moi, ce que j'aime dans l'humain, c'est cela. C'est que c'est un être qui n'existerait pas s'il ne se pensait pas libre. Pensez donc. Imaginons que je sorte là, dehors, et que il fait froid, mais enfin, peu importe, parce que je suis un peu dans mon état pas normal. Vraiment, je saute sur une femme. Et cette fois-ci, je recommence. Encore? Je suis obsédé. Bah ouais. Il faut vous enfermer, c'est pas possible. Et je l'agresse. Voilà. Ah merde. On m'arrête. On a bien raison de m'arrêter. Et alors là, il y a deux possibilités. Ou bien, on dit, le professeur Kahn, il n'était vraiment pas dans son état normal, il est même complètement à la masse, il a plus sa raison, il faut l'enfermer, on ne va pas me juger. Dans ce cas-là, on ne va pas me juger parce que je n'ai pas de liberté. En revanche, si je suis un être libre, l'on va peut-être comprendre que j'ai eu un désir, mais j'avais la liberté d'aller jusqu'à l'exercer, réaliser ce désir, ou alors me maîtriser. Je suis responsable. Chacun d'entre nous est ce qu'il fait. C'est fondamental. Et ça a une exigence, c'est la liberté. Donc on ne peut pas aimer l'humanité sans aimer la liberté. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être l'illusion, ça c'est un problème philosophique compliqué, soit l'illusion d'être libre. De toute façon, la pensée qu'on est libre fonde incontestablement l'humanité. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné cette réponse pour ce qui est du diagnostic prénatal. L'ignorance, et par conséquent laisser le hasard faire, alors même que l'on peut savoir et désirer savoir, n'est jamais supérieur, naturellement, à l'autonomie et à la responsabilité. Jamais. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais le diagnostic prénatal suppose du coup de savoir si l'être humain, ou l'embryon en tout cas qui est dans la femme enceinte, vaut autant qu'un embryon malade ou pas malade, puisque c'est ça le but du diagnostic prénatal. Et donc, au-delà de la liberté, c'est surtout l'égalité, non? Non, mais oui. La notion d'égalité, non? Oui, vous avez raison. Malheureusement, si vous voulez, une femme attend un enfant qui est atteint d'une maladie de Tay-Sachs. Cet enfant va ne jamais s'éveiller à la conscience, va présenter des signes neurologiques effroyables avec des convulsions et va mourir à l'âge d'1 an et demi, 2 ans. D'autres fois, il va souffrir terriblement et mourir plus tard dans une vie qui sera uniquement des vies de souffrance. Il y a, dans ces conditions-là, plusieurs attitudes. L'une des attitudes, lorsque la loi Veil, qui a permis l'interruption médicale de grossesse, la loi de 1975, de janvier 1975, lorsque cette loi Veil a été discutée à l'Assemblée nationale, un très beau débat, il y a eu 3 positions. Il y a eu la position de ceux qui, comme vous venez de l'exprimer, ont indiqué, au stade où on en est de la technique et de la science, il n'est plus admissible de laisser venir au monde, de laisser advenir des vies de qualité inférieure. Ça, mon ami Henri Caillavet exprimait cette position. Et donc, ils étaient favorables à un eugénisme républicain, la République prenant ses responsabilités. Deuxième attitude, ceux qui étaient pour la qualité de la vie don de Dieu, quelle qu'elle soit, et qui ne pouvaient pas imaginer que l'on interrompit une grossesse, les pro-life. C'est la troisième position
qui l'a emporté. La troisième position est cette annonce d'une grossesse mettant au monde, arrivant à la naissance d'un enfant atteint d'une maladie si grave, est toujours tragique. Dans cette situation tragique, personne n'a plus de titre à déterminer ce qu'il convient de faire que la mère qui sera directement confrontée à cet enfant venu au monde. Personne. Et donc, il faut l'amener à pouvoir prendre sa responsabilité, et pour prendre sa responsabilité, il faut l'informer. Pensez-vous vraiment que cette attitude soit inférieure aux deux autres? Non, c'était évidemment l'attitude supérieure, la meilleure. Et donc contre l'idée d'un eugénisme républicain. Vous avez prononcé le mot eugénisme? Oui, naturellement, je suis totalement opposé à un eugénisme républicain. Ça n'est pas la République, qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle a à essayer autant qu'elle le peut, en réinstituant la notion d'un progrès pour l'homme, avec un projet politique dont l'homme est la centralité, elle doit permettre, en fonction des circonstances, des différences psychologiques, etc., à chacun d'avoir toutes ses chances de s'épanouir et d'être heureux. C'est ça que doit faire la République. Elle-même, maintenant, elle n'a pas à séparer entre ces êtres, naturellement. Elle n'a pas à déterminer ce que les êtres devraient vouloir, devraient désirer, devraient décider. Elle doit leur permettre de pouvoir vouloir et décider. On a beaucoup parlé, juste pour rebondir sur ça, ça me fait penser à un film, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Bienvenue à Gattaca. Ah oui, je connais très bien. J'avais eu à le commenter en avant-première pour TF1 dans Porubus Illis, ouais. Et c'était, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'était un monde alors semi-futuriste où les êtres humains étaient déterminés par leur ADN. Et donc il y avait en l'occurrence des hommes supérieurs qui avaient un génome parfait et qui étaient envoyés dans l'espace, et les autres imparfaits qui restaient et qui étaient voués à mourir. Et donc l'histoire est celle d'un homme avec le génome parfait mais accidenté, et d'un homme au génome imparfait mais en bonne santé. Et justement, ça me fait penser à cet eugénisme dont on parlait là. Oui, alors bienvenue à Gattaca, et normalement, si vous voulez, l'eugénisme républicain l'a emporté, et tous les enfants sont contrôlés pour leur qualité, et ce sont les conformes. Et puis, vous savez, vous avez peut-être remarqué, vous aussi, que les hommes et les femmes s'attiraient l'un à l'autre. Donc, à l'occasion, comme cela, de ce qu'il advient quand un homme et une femme ont un commerce charnel l'un avec l'autre, il y avait des naissances non conformes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux humanités dans Bienvenue à Gattaca. Et cela met en scène l'importance de la volonté humaine. L'importance de la volonté humaine. C'est-à-dire que, par rapport à un valide, qui a été sélectionné pour avoir toutes les capacités physiques et psychologiques, lui permettant en particulier d'être un aéronaute. On en a un qui vient d'atteindre la station spatiale aujourd'hui, donc nous sommes en situation. Eh bien, un non-conforme, un enfant de l'amour comme cela, un non-conforme, parce qu'il a la volonté, parce que c'est un homme, parce qu'il ose vouloir, il arrive à se faire passer pour un conforme et il va dans l'espace jusqu'au bout de ses rêves. C'est un assez beau film, en fait, oui. Vous êtes plutôt optimiste? Non, je ne suis pas optimiste, je vous raconte le film. En règle générale. Sur tous ces sujets, je veux dire. Alors, quand on me demande si je suis optimiste ou pessimiste, je dis votre honneur, ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Si je suis optimiste, le meilleur est certain. Donc, si le meilleur est certain, ce n'est pas la peine que je me décarcasse à répondre à vos questions et à faire des conférences tous les jours. Le meilleur est certain. Si le pire est certain, c'est pareil. Si le pire est certain, je rentre chez moi, je me fais une bonne bouffe, je lutine ma copine et c'est marre. Le reste, voilà. Et c'est parce que l'avenir n'est pas écrit, il sera ce que l'on en fait, que je me décarcasse, que je suis là. À chaque fois qu'on parle de... Je ne vais pas rebondir, on n'est pas dans une joute là. Je ne vais pas rebondir, de toute façon je n'ai pas le niveau. Mais à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, on parle beaucoup de la santé. On en a abondamment parlé là, ces 40 dernières minutes.
il y a aussi un autre sujet, puisque le thème de la conférence c'est homme éternel ou homme nouveau, mais c'est aussi est-ce que le progrès scientifique peut être en contradiction avec l'humanité. Il y a tout ce qu'on appelle la révolution numérique, le big data. Moi je fais partie d'une génération qui est très sensible à ça, étonnamment d'ailleurs, enfin étonnamment entre guillemets, c'est-à-dire une génération potentiellement dépolitisée de moins de 30 ans, 25-30 ans, et qui pourtant retrouve des combats politiques à travers les libertés publiques, les libertés numériques, etc. Quel est pour vous l'impact de cette révolution numérique et êtes-vous optimiste ou pessimiste sur cette révolution numérique? Merci de me poser la question. Alors, en fait, ce dont vous parlez, c'est la vraie révolution, peut-être la seule qui mérite vraiment le nom de révolution. Je crois que ce qui est en train de se mettre en place, et je pèse mes mots, vous avez vu combien j'étais dans la retenue quand même, je pèse mes mots, je crois que c'est l'équivalent au moins de l'introduction de l'écriture dans l'histoire de l'humanité. Je crois. Il faut bien se rendre compte, il n'y a pas d'humanité sans outils et machines, puisque le premier homme, c'est Homo habilis, qui était déjà un homo faber et qui commence à façonner ses premiers outils. Et puis ensuite, on en arrive, en 2 millions et quelques années, on en arrive à la machine-outil, qui est tellement performante qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de faire à main nue ce que fait la machine-outil. Donc nous sommes intimidés par le pouvoir de la machine-outil. Mais il y a également plusieurs siècles, avec les premiers bouliers, on a commencé à faire des machines non pas pour démultiplier le pouvoir de la main, mais des machines pour démultiplier le pouvoir de l'esprit. Et ne voilà-t-il pas qu'aujourd'hui, par un développement impétueux de ces machines, l'ensemble que constituent les big data, des données en nombre quasiment illimité, qui vont pouvoir être stockées sur des supports maintenant éternels, dans lesquels on va prospecter par des algorithmes de plus en plus dédiés, de plus en plus ingénieux, avec des systèmes utilisant un peu ce que l'on connaît des circuits neuronaux, qui sont des systèmes d'intelligence artificielle permettant à ces ensembles de données illimitées, servis par des algorithmes, d'apprendre des procédures que ces systèmes ont mises en œuvre et d'améliorer leurs algorithmes, accroître leurs données et améliorer leurs procédures. C'est ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Ce sont des machines à penser. Et elles sont tellement puissantes que nous sommes intimidés aussi. Sauf que, en regard de notre humanité, être intimidé par le pouvoir de machines à faire n'a pas du tout la même signification qu'être intimidé par le pouvoir de machines à penser. Dans énormément de domaines, et cela a commencé, ces machines à penser ont commencé à changer le monde très profondément. Je vais vous donner quelques exemples très rapides. C'est, je crois, très important. Tout le monde n'a pas pris conscience de cela, mais encore jusqu'au début des années 1990, quand on voulait faire une encyclopédie, que faisait-on? Eh bien, on demandait aux gens qui avaient les meilleures connaissances et compétences de faire un article sur le sujet considéré. C'était comme ça depuis l'encyclopédie de Diderot, naturellement, et l'encyclopédia Britannica, l'encyclopédie Universalis, etc., donnaient un peu tous ces items servis par des spécialistes. Et puis, dans les années 90, un Américain a, pour la première fois, posé que, certes, personne n'est plus savant qu'un spécialiste reconnu et incontesté dans son domaine, mais que si, grâce au big data, grâce aux plateformes numériques partagées, on arrivait à réunir une quantité infinitésimale de savoir, tels qu'on peut les extraire de millions et de millions et de millions de personnes, alors sur cette plateforme partagée, on pourrait avoir une connaissance dépassant la connaissance de n'importe quel spécialiste. Et ça s'appelle Wikipédia. Oui, ce que j'allais dire, qui est d'ailleurs beaucoup décrié, alors qu'en réalité, c'est une vraie œuvre commune et collective. Voilà. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a plus d'Encyclopédia Universalis, il n'y a plus d'Encyclopédia Britannica. Ça a changé le monde. Jadis, il y avait une spécialité professionnelle qu'on appelait les hôteliers. Aujourd'hui, on a vu que, ma foi, avec cette méthode, ça, c'est Airbnb. Jadis, il y avait une spécialité qu'on appelait les chauffeurs de taxi. Maintenant, il y a Uber, jadis, etc., etc. Et ça va continuer.
Naturellement. C'est-à-dire que ce qui est remis en cause aujourd'hui, moi j'étais président d'université, c'est ce pourquoi j'essayais de développer mon université, c'est-à-dire essayer de conférer à des jeunes connaissances et compétences. Maintenant, c'est l'utilité des connaissances et des compétences individuelles qui est remise en question, puisque l'on peut peut-être avoir l'équivalent. Je sais très bien que dans mon domaine, la médecine, par exemple, dans 20 ou 30 ans, l'intervention humaine dans l'examen des malades, dans le diagnostic, dans le pronostic, la proposition du traitement, et même d'ailleurs dans les opérations chirurgicales, sera devenue pratiquement nulle. Et dans énormément de domaines, la puissance du massivement quantitatif, avec la subtilité des algorithmes et la capacité d'auto-apprentissage autonome de l'intelligence artificielle, dans tous ces domaines du savoir et de l'activité humaine, qui représentent à 99% des activités humaines, la machine l'emportera sur l'esprit humain. Et donc la société va être très profondément modifiée. Mais justement. Très profondément. Alors, où reste l'humain? Excusez-moi, où reste l'humain? C'est ça qui est important. Où reste l'humain? Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant. À l'université, jadis, on formait des sociologues, et notamment des sociologues pour faire des enquêtes de motivation des clients pour acheter dans tel ou tel secteur d'activité, secteur commercial. C'est plus du tout comme ça qu'on fait. Avec Google, avec Facebook, la vie privée n'existe plus, chacun le sait. Donc comment on a fait pour les femmes enceintes, par exemple? Eh bien, puisqu'il n'y a plus de sécurité et même du dossier médical, on a pris le dossier de quelques milliers de femmes enceintes. Et grâce à la connexion permanente de chacun d'entre nous, ces quelques milliers de femmes enceintes, on s'est mis à réunir toutes les données infinitésimales. À quelle heure elles se lèvent, à qui elles envoient un premier coup de téléphone, à qui elles envoient un premier SMS, un premier message, sur quel site elles se connectent, quel spectacle les intéresse, qu'est-ce qu'elles écrivent, combien de temps passent-elles à l'extérieur, à l'intérieur, si elles ont un jardin, quelles fleurs se mettent-elles à planter. On voit très bien avec Google Earth tout ça, hein, aucun problème. Et de tout ça, on a fait un algorithme. 95 à 98% des femmes reconnues par l'algorithme, même quand elles ne le savent pas, sont enceintes. Et elles reçoivent du démarchage pour les produits de grossesse. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. C'est déjà comme ça que l'on fait. Alors, sacré progrès. Non, mais vous allez voir. Vous allez voir. Il y a le chiffre qui est faussement impressionnant. Cet algorithme reconnaît 95 à 98% des femmes enceintes. Mais d'une certaine manière, peut-être ce résultat montre que tout n'est pas perdu pour l'humain. Tout n'est pas perdu pour l'humain. Il y a 2 à 5% des femmes qui ne sont pas reconnues, dont la volonté et l'agir sont irréductibles à ce que l'on peut attendre. Et si ça ne voulait pas dire, après tout, que dans l'agir humain, il y a 2 à 5% de vraiment original, de vraiment innovant. Après tout, on n'en est pas étonné. On passe notre vie à faire ce qu'on a toujours fait. On passe notre vie à faire ce que les autres ont déjà fait. Et si dans 2 à 5% des cas, nous avions un comportement irréductible à la prévision, n'est-ce pas là que se situe et s'insère, s'enracine, notre capacité de fulgurance créatrice? La fulgurance créatrice. La fulgurance créatrice se manifeste naturellement par différents moyens. Ça peut être la théorie de la relativité d'Einstein, ou bien l'air pour alto d'Harold en Italie de Berlioz, ou bien d'autres œuvres, La jeune fille à la perle de Vermeer. Peu importe. Parlons de la création artistique, elle est importante. Le problème des machines, vous avez peut-être remarqué, c'est qu'elles sont assez peu sexuées. Picasso a dit « l'art est sexué ou n'est pas ». Et évidemment, Picasso n'a pas totalement tort. Qu'est-ce que c'est qu'un psychisme humain? C'est une relation permanente entre l'esprit, notre raison, et la moiteur de nos aisselles, de nos paumes, la tumescence de nos organes génitaux, notre voix qui se serre, notre cœur qui bat la chamade. Un psychisme humain, profondément, c'est cela. Et là, nous sommes très supérieurs à la machine encore pour tout cela. Alors ça crée le monde des émotions, du sensible. Je reviens au médecin. Le médecin, certainement, il va être totalement remplacé par la machine pour faire le diagnostic, examiner, voire opérer. Mais on sait très bien que dans l'acte médical, il n'y a pas que ça. Il y a, vous êtes mon malade, par exemple. Alors, mon petit, comment ça va?
avec votre femme, ça va bien, eh bien, vous n'avez pas eu trop de problèmes, etc., etc. Ce que l'on appelle, moi j'appelle ça la câlinothérapie, et mon fils qui est médecin et chef de service appelle ça la bisouthérapie. Mais la câlinothérapie et la bisouthérapie, c'est 50% de la médecine. Et là encore, on sera vachement meilleur que la machine. Alors voyez, fièrement, la créativité et l'émotion, c'est l'avenir de l'humain. Je reviens juste en arrière sur ce que vous dites tout à l'heure, et l'humain dans tout ça, les algorithmes, le big data, etc. Aujourd'hui, on sait que la plupart de ces géants du big data sont des géants américains qui échappent la plupart du temps à l'impôt français et qui échappent au final complètement à la société française. Ben là, et au débat. Ouais. Quel est notre impact, nous, à vous et à moi, en tant que Français, sur ce genre de débat? Si vous réfléchissez bien, sans faire de focalisation sur une firme particulière, mais si vous réfléchissez bien et que vous vous rappelez 1984 d'Orwell, ce que parvient à faire ces géants, Google avant tout, dépasse de loin ce qu'avait imaginé Orwell avec Big Brother. De loin. Et de manière beaucoup plus intelligente. Parce que Big Brother, il avait besoin d'espions, de mouchards, partout, pour savoir tout ce que faisaient les gens. Là, dans le respect absolu des libertés publiques, parce que rien de ce que font les gens est ignoré, non, on ne les espionne pas particulièrement, on espionne tout le monde. Alors, on sait mieux que les gens eux-mêmes ce qu'ils vont vouloir. Et évidemment, le savoir sur une personne est un pouvoir absolument considérable. Oui, naturellement, Google est une entreprise totalitaire. Il n'y a aucun doute. C'est une entreprise totalitaire. Vous ne m'avez pas interrogé, mais on en a parlé sans le dire, sur le transhumanisme. Ce n'est pas en soi la notion du transhumanisme, qui est une notion extrêmement révolutionnaire et intéressante. Moi, ça fait 30 ou 40 ans que l'on parle de l'homme augmenté, etc. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est qu'incontestablement les techniques ont évolué et qu'une firme comme Google, pour des raisons idéologiques, a investi des milliards de dollars dans des projets transhumanistes. Ça, c'est effectivement l'une des réalités qui découlent de cette extraordinaire modification des sociétés dont je vous ai donné les raisons, les ressorts. Donc justement, deux questions pour conclure, parce qu'il va être l'heure de conclure cet échange qui a été passionnant. Il y a un scientifique que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Laurent Alexandre, qui a dit que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Un, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Et deux, est-ce que c'est un progrès pour l'humanité que vivre 1000 ans? Alors, je vais répondre à trois questions. Vous en avez posé deux, mais il y en a une que je vais me poser à moi-même. Faites ce que vous voulez. Vous avez fait que ça de toute façon pendant 1 heure. Voilà, je vais vous dire, l'homme qui, demain, aura des ailes pour voler comme les anges, adviendra. Après tout, c'est pas fou, parce que les oiseaux ont des gènes. Les gènes codent pour des ailes, et si on arrive à transférer ces gènes d'oiseaux à des hommes, eh ben, il leur poussera des ailes comme les anges et ils pourront voler. Et donc, voilà, je peux dire ça, pourquoi pas. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le plus petit début de la démonstration de ce qu'une manipulation sur un animal non volant le transforme en oiseau. Et donc, il s'agit, comme disait l'un de mes maîtres, d'une parole verbale. Et d'un point de vue scientifique, c'est nul et non avenu. Dans le domaine du vieillissement, on a beaucoup progressé, c'est vrai, sur la connaissance des mécanismes du vieillissement, et c'est l'une de mes spécialités scientifiques. J'ai dirigé une action européenne consacrée sur la science du vieillissement. On a beaucoup étudié le vieillissement sur des organismes modèles bien plus simples qu'un humain. Nous, on a des millions de milliards de cellules, des milliers de milliards de cellules en tout cas, et cet animal, il n'en a que 965 cellules. Il a moins de gènes que nous. C'est un petit ver qu'on appelle du doux nom de Caenorhabditis elegans. Sur ce tendre animal, on arrive à faire des modifications de telle sorte que, alors qu'il vit d'habitude 25 jours,
on arrive à le faire vivre 50 jours, 55 jours, ce qui est pas mal, réellement. Mais on ne le fait pas vivre 2 ans et demi comme les souris. Par des modifications chez la souris, on fait vivre des souris jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi, mais pas 20 ans comme mes canassons. Et si on faisait la même chose chez mes canassons, on ne les ferait pas vivre jusqu'à 80, 90 ans, 100 ans, comme les éléphants et comme les humains, réellement. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle on est aujourd'hui en mesure de créer un être pratiquement immortel, c'est aussi crédible que cette affirmation que demain on fera voler les hommes comme les anges. C'est-à-dire, c'est une parole verbale, ça n'a strictement aucune importance scientifique. Il ne faut y accorder strictement aucun crédit. Voilà. Alors, moi je suis extrêmement... Alors maintenant, 3e question. Ah oui, celle que je n'ai pas posée. Non, vous avez Quelle posé... était la question? Voilà. Imaginons... Alors, c'est vrai que la longévité va augmenter, mais aujourd'hui, il y a encore quelque temps, on se demandait si la longévité allait continuer d'augmenter comme nous savons qu'elle le fait aujourd'hui. Chaque génération a des perspectives de vie plus longues que la génération précédente. En fait, aujourd'hui, quand on regarde un peu les courbes, on a l'impression que la limite biologique chez l'humain, c'est à peu près autour de l'âge auquel Jeanne Calment est morte, 122 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'indique que l'on pourra vivre plus que 122 ans. Si on arrive à vivre 121 ans et courir le Guilledoux à 121 ans, c'est déjà pas mal. Voilà. Ça, c'est déjà un objectif absolument, absolument remarquable. Si on le pouvait, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Mais il faudra faire un choix, naturellement. Il faut se rendre compte. Imaginons que l'espoir de vie d'une personne qui naîtrait soit de 300 ans, c'est-à-dire de 4 fois plus important qu'aujourd'hui. Comme la Terre est déjà très peuplée, la contrepartie, c'est qu'il vaudrait arrêter de faire des enfants. On fait un choix. Qu'est-ce qu'on veut? On veut arrêter de vieillir, ou en tout cas, on veut vivre 3 siècles, et arrêter d'avoir des enfants qui piaillent, des jeunesses, les écoles, les rires, la joie des parents. On fait un choix. Vous avez deviné quel était le mien. Merci beaucoup, Axel Kahn. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Voilà une belle leçon d'optimisme. Merci beaucoup, Axel Kahn.